Bonjour, voyageurs fatigués, et bienvenue dans cette histoire. Avant de commencer notre voyage vers les hivers brutaux du Moyen-Âge, je voulais vous adresser un chaleureux salut, chers auditeurs. Que vous soyez blottis sous les couvertures, prêts à vous endormir, ou simplement à la recherche d'un moment de détente avec un peu de narration historique tranquille, je suis ravi que vous ayez choisi de me rejoindre ce soir. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais savoir d'où dans le monde vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir. C'est toujours un plaisir de voir la communauté diversifiée des passionnés d'histoire réunis ici. Et si vous appréciez ce style de récit calme et immersif du passé, allez-y et cliquez sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Mais pour l'instant, laissons les stress du monde moderne se dissoudre tandis que nous voyageons vers un temps ancien où l'emprise glaciale de l'hiver représentait bien plus de dangers que ce que nous pouvons imaginer. Un temps où le changement des saisons apportait non seulement des désagréments, mais une véritable peur de survie. Imaginez-vous dans la campagne de l'Europe médiévale. Les dernières feuilles sont depuis longtemps tombées des arbres, et le soleil pend bas à l'horizon. Ces faibles rayons font peu pour réchauffer le froid mordant dans l'air. Les champs givrés craquent sous les pieds tandis qu'une brise transporte les premiers flocons de neige. L'hiver arrive, et pour les habitants de cette époque, cela signifiait avant tout des difficultés. Le froid s'infiltre lentement au début, mais il persistera pendant de longs mois à venir. Le paysage sera bientôt couvert de blanc, les rivières et les étangs gelant en nappes scintillantes de glace. À une époque avant le chauffage central et les maisons bien isolées, la promesse de chaleur est un rêve lointain pour tous sauf les plus riches. Mais bien sûr, ce n'était pas toujours ainsi. Les hivers médiévaux n'étaient pas toujours si brutaux, si impitoyables. Il y eut un temps où les saisons passaient selon un rythme plus prévisible, où l'arrivée de la neige était accueillie avec acceptation plutôt qu'avec crainte. Mais ensuite, quelque chose changea. Le climat lui-même commença à se modifier, inaugurant une période qui deviendrait connue sous le nom de Petit Âge glaciaire. Durant du XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle, le Petit Âge glaciaire apporta des températures plus froides et des hivers plus rigoureux que personne ne pouvait se souvenir. Les raisons de ce changement ne sont pas encore entièrement comprises, mais son impact se fit sentir à travers tout le territoire. Les récoltes échouaient, le bétail périssait, et les vents glacés soufflaient toujours plus fort. L'un des exemples les plus célèbres de la fureur du Petit Âge glaciaire fut le grand gel de 1709. Cet hiver-là, les températures chutaient si bas que les rivières et les lacs gelaient complètement. À Londres, la Tamise devint une autoroute gelée où les gens installaient même des échoppes et allumaient des feux directement sur la glace. C'était un spectacle surréaliste, mais qui avait un coût. Beaucoup périrent de froid cette année-là, blottis dans leur maison alors que le monde extérieur se transformait en glace. Mais au milieu de toutes ces souffrances, certains trouvèrent une étrange forme de réconfort dans le froid glacial. L'une de ces figures fut le jeune Isaac Newton, alors étudiant à l'université de Cambridge. Lorsque le grand gel survint, Newton fut contraint de retourner à la ferme familiale. Là, blotti près du feu, il se retrouva avec amplement de temps pour réfléchir au mystère de l'univers. C'est durant cette pause inattendue que Newton commença à développer certaines de ses idées les plus révolutionnaires, posant les bases de ses théories sur le calcul et l'optique. Qui sait quelles autres grandes idées auraient pu être inspirées par l'isolement silencieux d'un long hiver froid ? C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain trouve un moyen de chercher la lumière. Mais pour la grande majorité des gens au Moyen Âge, l'hiver était une saison à endurer plutôt qu'à apprécier. Les riches pouvaient se permettre des vêtements en laine épais, du bois en abondance et des provisions bien garnies pour traverser les mois maigres. Mais pour les paysans et les serfs qui constituaient la majorité de la population, l'histoire était très différente. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin dans une chaumière à une seule pièce, l'air épais de fumée provenant du feu vacillant. Votre souffle se condense devant vous tandis que vous vous levez de votre matelas de paille, prudent de ne pas déranger les membres de votre famille frissonnant blottis autour de vous pour se réchauffer. Le froid s'infiltre par chaque fissure et recoin, engourdissant vos doigts et vos orteils jusqu'à la douleur. Le petit déjeuner, si vous avez de la chance, peut consister en un bol de bouillie maigre ou du pain rassis. La nourriture de la dernière récolte commence à manquer. Et vous savez que les longs mois d'hiver n'apporteront que plus de pénurie. Le bétail souffre également. Leurs poils sont mas de givre alors qu'ils se blottissent ensemble dans la grange, leur souffle formant de la vapeur dans l'air glacé. Au fil de la journée, vous vous traînez dans la neige pour ramasser du bois de chauffage. C'est un travail épuisant,
et vos mains deviennent rapidement rugueuses et gercées par le froid. Mais vous savez que sans feu, votre famille ne survivra pas à la nuit. Vous pensez à vos enfants, leurs petits visages crispés par la faim et le froid, et vous continuez. Telle était la réalité pour tant de personnes au Moyen Âge. Une bataille constante contre les éléments, un combat pour la survie qui consumait chaque heure éveillée. Et pourtant, même face à de telles difficultés, il y avait des moments de résilience et même de joie à découvrir. Vous voyez, le monde médiéval était profondément accordé au rythme de la nature. Le passage des saisons se marquait non seulement par les changements météorologiques, mais aussi par une riche tapisserie de rituels et de célébrations. Et ainsi, même au cœur de l'hiver, il y avait des lueurs de lumière à trouver. Un tel phare était la mi-fête de la Saint-Étienne, célébrée chaque année le 26 décembre. Pendant un bref instant, les hiérarchies sociales rigides de la société médiévale étaient renversées, un paysan ou un serf étant couronné seigneur du désordre pour la journée. Cet individu chanceux présidait une fête animée remplie de nourriture, de boissons et de réjouissances. Un rare moment d'indulgence dans une existence par ailleurs austère. Mais peut-être que le symbole d'espoir le plus durable de l'hiver médiéval était le simple acte de se rassembler. Dans un monde où la survie dépendait souvent de la force de la communauté, les liens familiaux et amicaux prenaient une importance profonde. Imaginez, si vous le voulez bien, un petit village blotti contre la neige. La fumée des cheminées se mêle au ciel plombé, signe de vie au milieu du paysage désolé. À l'intérieur des maisons, les familles se regroupent autour de l'âtre, racontant des histoires et partageant les maigres restes de nourriture qu'elles ont. Il y a ici un sentiment d'unité, un sens partagé du but face aux difficultés. Les voisins se feraient un chemin à travers la neige pour se vérifier les uns les autres, apportant du bois supplémentaire ou un pot de ragoût à ceux qui en ont besoin. À la lueur vacillante du feu, les visages sont marqués par la fatigue, mais aussi par une détermination tranquille. Ils ont survécu aux hivers passés, et ils survivront à celui-ci aussi. Ainsi, les longs mois froids s'égrènent, la neige s'accumulant toujours plus haut. Et la glace s'épaississant chaque jour davantage. Mais même dans les profondeurs les plus sombres de l'hiver, il y a une lueur d'espoir à l'horizon. Car les habitants du Moyen Âge savaient que, peu importe la rudesse de la saison, le printemps reviendrait. Ils observaient les premiers signes avec un œil attentif et expérimenté, le léger allongement des journées, l'assouplissement de la terre sous la neige. Et lorsque le tort débutait enfin, il était célébré avec une joie et une révérence que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui. Le Plug Monday marquait la fin officielle de la saison hivernale. Un jour où le travail dans les champs pouvait recommencer. Les charrues, restées inactives si longtemps, étaient sorties et bénies lors de cérémonies élaborées. Symbole du cycle de vie renouvelé. Lorsque les premiers sillons étaient tracés dans la terre, un sentiment palpable de soulagement et de gratitude emplissait l'air. La vie avait été dure. Oui, amèrement dure parfois. Mais ils avaient enduré. À travers les longs hivers sombres, la faim, le froid et l'incertitude, les habitants de l'Europe médiévale s'étaient accrochés à la promesse du printemps. Et maintenant, alors que la terre commençait à se dégeler et que de jeunes pousses vertes cherchaient la lumière du soleil, cette promesse se réalisait. C'est une résilience difficile à concevoir à notre époque moderne de confort et de commodité. L'idée de faire face à des difficultés si implacables année après année est presque inimaginable. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément humbling dans le fait de savoir que nos ancêtres ont fait exactement cela. Ils affrontaient la dure réalité de leur monde avec une force et une ténacité remarquables. Ils trouvaient de l'espoir dans les moments les plus sombres et de la joie dans les choses les plus simples. Et ce faisant, ils nous ont laissé un héritage de résilience qui résonne à travers les âges. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez à frissonner lors d'un jour d'hiver, prenez un moment pour vous souvenir de ceux qui vous ont précédés. Rappelez-vous leur lutte et leur triomphe, leur peine et leur joie. Et par-dessus tout, souvenez-vous de l'esprit humain indomptable qui les a portés à travers les hivers les plus rigoureux. Car en fin de compte, c'est peut-être la plus grande leçon que nous puissions tirer du monde médiéval. Peu importe l'obscurité de la nuit ou la morsure du vent, la promesse du printemps est toujours à portée de main. Ainsi, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les hivers brutaux de l'Europe médiévale. J'espère que ces récits de difficultés et de résilience ont apporté une nouvelle perspective à vos propres expériences de la saison. Puissiez-vous toujours trouver chaleur et réconfort dans les liens familiaux et communautaires, tout comme nos ancêtres il y a si longtemps. Et que la promesse du printemps éclaire votre chemin, même lors des nuits les plus froides.
Merci de m'avoir rejoint dans ce coin chaleureux de l'histoire. Et rappelez-vous, si vous avez apprécié notre moment ensemble ce soir, j'aimerais que vous vous abonniez et partagiez ces histoires avec un ami. Il y a tant d'autres récits fascinants à explorer ensemble. Mais pour l'instant, je vous souhaite une bonne nuit chaleureuse. Restez au chaud, restez en sécurité, et je vous retrouverai la prochaine fois pour un autre voyage dans le passé. Doux rêve. Alors que les conditions hivernales rigoureuses resserraient leur emprise glaciale sur la société médiévale, même les plus privilégiés n'étaient pas à l'abri de l'assaut impitoyable de la saison. Dans les châteaux primitifs et mal isolés, les maisons royales faisaient face à un défi de taille pour repousser le froid mordant et maintenir la cour suffisamment approvisionnée. La logistique pour entretenir une résidence royale en hiver était tout simplement stupéfiante. D'énormes quantités de bois de chauffage devaient être stockées pour alimenter les vastes cheminées, seule source de chaleur. Le personnel de cuisine travaillait sans relâche pour conserver viande, céréales et légumes qui nourriraient la cour durant les longs mois maigres lorsque les produits frais se faisaient rares. Les serviteurs s'affairaient à boucher chaque fissure pour empêcher l'intrusion du froid insidieux. Mais même les préparations les plus minutieuses s'avéraient souvent insuffisantes face à l'assaut implacable de l'hiver. Dans un récit particulièrement glaçant, une reine médiévale aurait tragiquement péri d'exposition au froid dans les murs de son propre palais. Selon les chroniqueurs, la reine Élisabeth de Hongrie fut retrouvée congelée dans son lit un matin glacial de janvier 1326, victime du château censé être son refuge. Comme ses destins funestes le démontrent, le spectre de la mort planait sur le monde médiéval dans les profondeurs sombres de l'hiver. Mais même au milieu de cette obscurité, l'esprit humain indomptable perdurait et trouvait des raisons de raviver l'espoir. Pour une grande partie de la population, cette lueur prenait la forme de la fête de la Saint-Étienne, une célébration mi-hivernale précieuse tombant le 26 décembre. Ce jour offrait un bref répit face à la dure monotonie et aux privations de la vie paysanne, une rare opportunité sanctionnée de réjouissance et d'indulgence. Au cœur de la fête se trouvait la tradition du misrule, une inversion cérémonielle de l'ordre social normal. Pour cette seule journée, un commun était nommé seigneur du désordre, bénéficiant d'une autorité temporaire pour présider aux réjouissances et émettre des décrets ludiques à ses supérieurs. Aussi éphémère fut-elle, cette licence sociale offrait une soupape vitale pour les tensions et rancunes accumulées par la hiérarchie féodale oppressante. Les frontières rigides entre seigneurs et vassals s'estompaient pour une journée joyeuse où tous pouvaient participer en égaux aux festins, jeux et réjouissances. Le sens de communauté favorisé par de telles célébrations n'était pas un simple divertissement. C'était un mécanisme de survie crucial face à la cruauté de l'hiver, qui menaçait de briser corps et esprit. Les liens de camaraderie et de bonne volonté forgés lors de la fête de la Saint-Étienne et d'autres réjouissances similaires aidaient la population à traverser les périodes les plus maigres. Une chronique de 1377 raconte l'histoire poignante de deux familles paysannes, voisines dont les maigres provisions hivernales s'étaient épuisées bien avant l'arrivée du printemps. Au bord de la famine, ils tirèrent le dernier de leurs maigres ressources pour partager un humble repas lors de la fête de la Saint-Étienne. Ce geste de générosité et d'unité leur donna la force de supporter les ravages restants de la saison. De tels actes de compassion formaient la moelle même de la société médiévale en hiver. Lorsqu'une main secourable était tendue à un voyageur gelé, ou qu'une bûche supplémentaire était donnée à une veuve frissonnante, cela pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Le sombre objectif partagé de résister ensemble à l'assaut de l'hiver façonnait une culture d'interdépendance qui défiait la stratification souvent impitoyable de l'époque. Mais même les expressions les plus chaleureuses de convivialité et de solidarité se refroidissaient inévitablement au fil des mois interminables d'hiver. La fête de la Saint-Étienne n'était qu'une petite lueur de lumière et de légèreté au milieu de l'obscurité glaciale. Une pause momentanée avant la dure et longue traversée de janvier, février et mars. À mesure que les provisions diminuaient, que les ventres se creusaient et que le froid pénétrait jusqu'aux foyers les mieux alimentés, la faible promesse du printemps lointain semblait s'évanouir dans l'impossibilité. Et pourtant, année après année, la société médiévale persistait contre toute attente. À travers des épreuves et des difficultés inimaginables, elle s'accrochait à l'existence, soutenue par le courage, la ténacité et la solidarité forgées dans le creuset impitoyable de l'hiver. Alors que la terre reposait et que le soleil se retirait, ils trouvaient en eux la force de continuer. On ne peut qu'imaginer l'inondation de soulagement et de joie qui accueillait les premiers signes timides de la fin de l'hiver, le léger adoucissement de l'air glacial, l'allongement progressif des journées, le goutte à goutte des glaçons cédant aux rayons renforcés du soleil.
Après des mois de lutte incessante, voir les premières victoires de la saison sur les forces de la lumière et de la vie devait sembler miraculeux. Pour les laboureurs épuisés, aucun jour n'était plus attendu que le Plug Monday, le début traditionnel de l'année agricole. Tombant le premier lundi après l'Épiphanie, il annonçait le labour imminent et le réveil de la terre. Bien que les rigueurs les plus profondes de l'hiver n'aient pas encore totalement relâché leur emprise, les préparatifs rituels du Plug Monday offraient un talisman tangible d'espoir, une assurance du relâchement inévitable de l'hiver et du retour du printemps. On pouvait imaginer un patchwork de champs sillonnés émergeant lentement de la neige et du gel fondant, les attelages nouvellement ferrés poussant dans le premier retournement prudent des terres froides. À chaque motte soulevée pour saluer le soleil renforcé, l'homme médiéval portait un nouveau coup à la souveraineté déclinante de l'hiver et proclamait sa persistance obstinée face aux caprices de la nature. Nous, dans le monde moderne avec notre chauffage central et nos couvertures électriques, nos garde-manger bien garnis et notre infrastructure résiliente, pouvons à peine concevoir l'immense courage nécessaire pour supporter la brutalité incessante d'un hiver médiéval. Si les contraintes de la saison nous semblent redoutables aujourd'hui depuis le confort douillet de nos bulles climatisées, que dire de la souffrance hivernale véritable? Et pourtant, lorsque nous nous plaignons des petits désagréments d'un vol retardé ou d'un trajet gâché par la pluie, il serait peut-être bon de réfléchir à l'extrême misère endurée par nos ancêtres pendant ces mois interminablement glacés. Quelle réserve de résilience et de ténacité ils durent puiser année après année simplement pour survivre. Leur capacité à tirer des moments de célébration et de camaraderie au milieu de privations incessantes semble presque surhumaine pour nos sensibilités modernes. Le fait qu'ils aient non seulement résisté aux ravages de l'hiver, mais aussi trouvé des lueurs de lumière dans l'obscurité omniprésente témoigne de l'esprit indomptable qui sommeille en chacun de nous, prêt à être éveillé par l'appel du devoir. Ainsi, la prochaine fois que nos petits désagréments modernes commencent à nous agacer, il serait sage de repenser aux épreuves glaciales de nos prédécesseurs. En mémoire de ceux qui nous ont précédés, saisissons l'occasion de puiser dans nos propres réserves dormantes de courage et de patience. Et tandis que nous nous blottissons avec gratitude dans nos lits chauds, pensons à tous ceux qui affrontèrent le siège hivernal, armés seulement de volonté, de solidarité et d'espoir indéfectible. À l'aube de la nouvelle année et alors que les festivités du Plug Monday s'évanouissaient dans la mémoire, la vie médiévale reprenait son rythme hivernal familier. Les jours courts et glacials et les longues nuits froides étaient la marque de la saison. Les plus chanceux se réfugiaient dans la chaleur maigre de chaumières enfumées et de manoirs mal isolés. Pour les moins privilégiés, l'hiver signifiait un combat constant contre les éléments justes pour survivre. L'une des plus grandes difficultés hivernales était la menace omniprésente de maladies. Dans les conditions de vie exiguës et insalubres de l'époque, les épidémies pouvaient se propager comme un feu de forêt. Le rhume commun devenait une misère exceptionnelle, laissant les malades au nez rouge et aux yeux brouillés. Mais des maladies bien plus graves frappaient également la population. La grippe, adversaire redoutable, frappait jeunes et vieux avec fièvre, frissons et courbatures. À une époque sans vaccin ni traitements efficaces, les épidémies de grippe pouvaient décimer des communautés entières. L'hiver de 1557 fut particulièrement brutal avec une souche virulente de grippe ravageant l'Europe. À Paris seulement, plus de 10 000 âmes périrent. La pneumonie était un autre tueur insidieux, s'attaquant à ceux affaiblis par la faim ou d'autres maladies. L'humidité hivernale pénétrait dans les poumons, les remplissant de liquide jusqu'à provoquer une quasi-noyade. Les logements surpeuplés offraient le terrain idéal pour que la pneumonie se propage. Il n'était pas rare que plusieurs membres d'une même famille succombent, laissant des enfants orphelins et des vies brisées derrière eux. Même la royauté n'était pas épargnée par les ravages des maladies hivernales. En fait, les maladies se propageaient souvent encore plus vite dans les châteaux et les cours en raison de l'afflux constant de personnes. Un dignitaire ou un pèlerin de passage pouvait involontairement apporter la peste avec sa suite. Henri VIII perdit sa bien-aimée épouse Jane Seymour à la suite de complications postnatales probablement aggravées par les pratiques d'hygiène médiévale. Les enfants étaient sans doute les plus vulnérables de tous. Le temps rigoureux, les rations maigres et les conditions insalubres faisaient de l'hiver une période réellement dangereuse pour les jeunes. Les nourrissons nés pendant les mois froids commençaient la vie dans une précarité extrême. À Londres au XVI siècle, la moitié des enfants ne survivaient pas jusqu'à leur 5e anniversaire. Une pratique poignante de l'époque en dit long. La coutume du « bonne lasse » consistait à attacher un ruban noir à la main d'un nourrisson gravement malade. Si l'enfant décédait, ce ruban pouvait être utilisé pour attacher son linceul,
un sombre rappel du tribut mortel de l'hiver sur les plus innocents. Avec le danger qui guettait à l'extérieur comme à l'intérieur des foyers, l'hiver était un temps pour se barricader et prier pour survivre. Pour ceux qui avaient peu de moyens, même les conforts de base, abri, nourriture et chaleur ne pouvaient être tenus pour acquis. L'emprise glaciale de la pauvreté hivernale était impitoyable et sans pitié. Le bois de chauffage était une denrée précieuse, réglementée par des lois strictes sur la collecte des bois morts dans les forêts. Une famille paysanne pouvait se blottir autour d'un feu de fortune fait de bouse et de paille, s'efforçant de tirer un peu de chaleur. Le bétail frissonnant partageait ce peu de chaleur disponible, leur souffle se condensant dans l'air glacial. Les provisions alimentaires diminuaient jusqu'à une subsistance de viande salée, de pois secs et de pain grossier. Les abondances de la récolte d'automne étaient un lointain souvenir, et les premières pousses vertes du printemps étaient encore à plusieurs mois. La cueillette hivernale signifiait fouiller le paysage austère pour trouver des aliments résistants comme les orties, l'ail et les champignons. La rareté des légumes frais en hiver rendait les repas particulièrement austères. Un potage typique pouvait contenir des pois, des haricots, du porc salé, avec un peu de chance, quelques herbes et oignons sauvages pour donner un peu de goût. Insipide et monotone, mais suffisant pour maintenir corps et âme jusqu'au printemps. Pour beaucoup, même cette monotonie peu appétissante était un luxe inaccessible. Tempêtes, sécheresses, parasites et autres calamités pouvaient anéantir les réserves alimentaires, plongeant des régions entières dans la crise. La grande famine de 1315 fut une période particulièrement terrible, causée par des pluies incessantes qui pourrissaient les récoltes dans toute l'Europe du Nord. Les récits contemporains décrivent des scènes effroyables de personnes réduites à manger des chiens, des chevaux et même de la chair humaine par faim. On disait que certains parents étouffaient leurs enfants affamés par pitié. Les corps jonchaient les rues et les champs, trop nombreux pour être enterrés correctement. Bien que cette famine fût remarquable par sa gravité et son ampleur, les échecs locaux de récolte et les pénuries alimentaires représentaient une menace constante. Le régime hivernal médiéval marchait sur une corde raide entre subsistance et famine. C'était une période de repli, avec la conscience que les choses allaient probablement empirer avant de s'améliorer. Au-delà de la simple survie, l'hiver affectait tous les aspects de la culture médiévale. Les loisirs, la pratique religieuse, et même le crime et la justice prenaient l'empreinte incontestable de la saison. La dure labeur pour subsister dans le froid mordant colorait chaque aspect de la vie. Socialement, l'hiver était un temps de repli et de reliance sur les liens familiaux et communautaires. Les rassemblements joyeux autour de la bûche cédèrent la place à des occupations plus calmes. Avec des voyages périlleux et peu de lumière du jour, les gens se tournaient vers des activités intérieures pour se divertir et s'enrichir durant les longues soirées sombres. Raconter des histoires et chanter aidait à passer le temps. La lumière vacillante des bougies à suif ou des flambeaux éclairait des scènes de couture, de tissage et de sculpture sur bois. Les mains inactives étant vues comme le terrain de jeu du diable, l'industrie était plus une nécessité qu'une vertu. Le confinement hivernal offrait au moins le temps pour ces activités utiles. Pour les lettrés, l'hiver offrait l'occasion de se plonger dans un bon livre, bien que ce privilège restât plutôt exclusif. En Angleterre, à la fin du XVe siècle, la bibliothèque modeste d'un artisan pouvait contenir une Bible, un livre d'heures et peut-être quelques contes ou récits de Robin des Bois. Seuls les riches pouvaient s'offrir les volumes richement enluminés si prisés des bibliophiles. Ceux qui savaient lire le faisaient souvent à voix haute pour le bénéfice et le divertissement de toute la maisonnée. L'hiver était un temps pour partager des histoires précieuses de chevaliers courageux, de rusés farceurs et d'amants malchanceux. Les aventures chevaleresques du roi Arthur et de sa cour étaient des favoris éternels. Leurs intrigues complexes et leurs thèmes nobles transportaient les auditeurs loin de l'étroite sécurité de leur refuge hivernal. Des divertissements moins édifiants servaient également à rompre la monotonie des journées d'hiver. Les jeux de dés étaient populaires, souvent source de disputes et de bourses vides. Le cliquetis des osselets et le bruit des dés résonnaient dans de nombreuses tavernes et grandes salles tandis que fortune et défaites s'y succédaient. Boire était un autre passe-temps hivernal courant. Les boissons fermentées, bière, hydromel et vin, réchauffaient le corps et l'esprit. Les auberges prospéraient, offrant camaraderie, divertissement et échappatoire au froid mordant. L'ivresse conduisait souvent à des langues plus lâches et à une baisse des inhibitions, déclenchant des débats animés, des chansons bruyantes, et parfois une bagarre ou deux. Les jours courts et sombres de l'hiver invitaient également à la réflexion silencieuse et à la contemplation spirituelle. L'Église exerçait une grande influence dans l'esprit médiéval et l'hiver était un temps pour se rapprocher de Dieu.
Avec les travaux agricoles au ralenti, plus de temps pouvait être consacré à la prière, à la pénitence et aux bonnes œuvres. Les traditionnelles pièces de la Nativité et les représentations de Noël laissaient place à des dévotions plus sobres. À mesure que l'hiver s'approfondissait, les fidèles pouvaient entreprendre des pèlerinages vers des lieux saints, affrontant les conditions difficiles en signe de leur engagement et de leur dévotion. D'autres passaient des heures dans des églises silencieuses, les doigts engourdis sur le chapelet, méditant sur leur âme éternelle. La charité était aussi une valeur importante en hiver, la distribution d'aumônes étant considérée comme un devoir chrétien. Les 7 œuvres de miséricorde corporelle traçaient un modèle de générosité: nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, abriter les sans-abri, vêtir les nus, visiter les prisonniers, réconforter les malades et enterrer les morts. En période de pénurie et de difficulté, de petits gestes de bonté humaine pouvaient tout changer. Bien sûr, la rigueur de l'hiver révélait parfois le pire de la nature humaine. La criminalité avait tendance à augmenter à mesure que le désespoir s'installait et que les opportunités de vol se multipliaient. Avec les gens passant plus de temps à l'intérieur, dans des espaces confinés, les tempéraments s'échauffaient, provoquant une recrudescence d'agressions et d'autres crimes violents. Le système judiciaire médiéval était mal équipé pour faire face à cette poussée saisonnière d'anarchie. Les procès étaient souvent retardés jusqu'à ce que le temps s'améliore, laissant les accusés languir dans des prisons humides et surpeuplées. Les punitions pouvaient être sévères, avec des amendes, des flagellations et même des exécutions pour les coupables. Mais même face aux dures réalités de l'hiver, l'esprit humain indomptable perdurait. Les gens trouvaient de petites joies et des moments de légèreté là où ils pouvaient. La promesse lointaine du printemps les soutenait à travers les nuits les plus sombres et les plus froides. L'allongement des jours en février apportait un soulagement bienvenu avec la fête de la Saint-Valentin, le 14. Ce rite païen ancien, christianisé en célébration de l'amour, était accueilli avec enthousiasme par les gens du Moyen-Âge. C'était un moment de chaleur et de tendresse au cœur de l'hiver. La coutume de tirer les noms des Valentins et Valentines était bien établie au XVe siècle. Les jeunes filles et garçons admissibles tiraient des papiers dans un bol, scellant leur sort romantique pour l'année suivante. Ces unions annuelles donnaient souvent lieu à des flirtations joyeuses et parfois même à des mariages. Fleurs, douceur et vers sentimentaux étaient échangés entre Valentin et Valentine. Le simple fait de recevoir une carte faite main pouvait faire battre le cœur. Même dans le froid le plus glacial, l'hiver, malgré tous ces mots, ne pouvait geler les flammes de l'amour. À mesure que la fête de la Saint-Valentin laissait place au carême, les austérités de la saison s'intensifiaient. Mais on sentait que le pire était désormais derrière et que des jours meilleurs s'annonçaient. Les perce-neige et les crocus, perçant leurs fragiles têtes à travers le gel, offraient une preuve tangible que la poigne glaciale de l'hiver s'affaiblissait enfin. Tout au long du Moyen Âge, le cycle implacable des saisons façonnait chaque aspect de la vie, et aucune saison n'imprimait sa marque plus fermement que l'hiver. C'était un temps de privation et de difficulté, où la simple survie constituait un exploit. Et pourtant, c'était aussi un temps de résilience et de courage tranquille face aux éléments les plus rigoureux. L'hiver médiéval était une épreuve pour l'esprit humain, un terrain d'épreuve pour les valeurs de foi, de famille et de communauté. Les glaçons scintillants, les prairies gelées et les champs enneigés pouvaient former un tableau idyllique, mais la réalité de la saison était tout sauf pittoresque. Cependant, ce creuset de neige, de glace et de privation forgea un peuple d'une ténacité et d'une endurance remarquables. Le Moyen Âge reposait sur les épaules de ceux qui pouvaient affronter le pire de l'hiver tout en gardant espoir en l'arrivée du printemps. Il n'y a peut-être pas de plus grand hommage à leur vitalité obstinée. Ainsi, la prochaine fois que vous vous plaindrez d'un train retardé ou d'un trottoir boueux, pensez à vos ancêtres médiévaux. Dépourvus de chaussettes thermiques, de chauffage central ou d'applications météo, ils affrontaient chaque hiver comme une bataille à mener avec toutes les ressources à leur disposition. Et ils sortaient victorieux printemps après printemps. Nous sommes les héritiers et les bénéficiaires de leur ténacité et de leur esprit indomptable. Ces serviteurs désespéraient, sachant que le tempérament de Sa Majesté pouvait s'enflammer plus vite encore que le mobilier si le roi restait trop longtemps inconfortablement froid. Mais pour le paysan comme pour le roi, l'hiver semblait s'éterniser, un long calvaire de misère glacée. Le seul répit venait des célébrations occasionnelles ou des jours de fête. De brèves îles de réjouissance dans l'océan sombre de l'hiver. Le peuple saisissait ces moments de lumière et de gaieté, les chérissant comme un homme qui se noie s'accrochant à l'air.
Peut-être le plus attendu était-il la fête de la Saint-Étienne, le 26 décembre, un jour de réjouissance sans retenue et de délicieuses inversions subversives du destin. Selon l'ancienne tradition, un simple paysan était couronné seigneur du désordre ce jour-là, régnant joyeusement sur ses supérieurs dans une délicieuse rébellion autorisée. On ose imaginer les éclats de rire tonitruants qui retentissaient lorsque le plus humble des serfs donnait des ordres au baron local avec une autorité feinte. Pour un jour glorieux, les règles et hiérarchies normales disparaissaient, et tous se réjouissaient ensemble en tant qu'égal. La dure besogne glaciale de l'hiver semblait reculer, repoussée par l'éclat joyeux de la communauté. Mais bientôt, les festivités joyeuses prenaient fin. Le désordre était écrit, et la dure réalité de l'hiver s'abattait de nouveau. Les gens retournaient à leur foyer et à leurs tâches, le vent mordant semblant se moquer de la chaleur fugace de la camaraderie. La bataille contre le siège implacable de l'hiver reprenait sans relâche. Et pourtant, même dans les profondeurs les plus sombres de l'hiver, il y avait des actes silencieux de courage et de compassion qui fondaient le givre des cœurs les plus usés. Les voisins partageaient les provisions rares avec ceux encore moins fortunés, faisant preuve d'une générosité d'esprit qu'aucun froid ne pouvait diminuer. Une certaine dame Mathilde de York aurait un jour donné son unique manteau à une pauvre mendiante, grelottant elle-même sur le long chemin du retour. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle abandonnait sa seule défense contre le froid cruel, elle sourit simplement et dit « La chaleur de la bonté humaine est un feu qui ne s'éteint jamais ». Un tel désintéressement, une telle noblesse d'esprit était l'arme secrète avec laquelle le peuple médiéval s'armait contre les assauts implacables de l'hiver. Car si l'hiver pouvait geler leurs doigts et leurs orteils, il ne pouvait toucher l'été invincible qui régnait éternellement dans leur cœur. Et ainsi ils endurèrent. Ils persistèrent. Ils triomphèrent à leur manière des saisons les plus rudes. Les premiers bourgeons vers du printemps n'étaient pas seulement un spectacle bienvenu. Ils étaient un témoignage vivant de la ténacité de la volonté humaine, de l'esprit indomptable capable de survivre à n'importe quel hiver, aussi sombre ou froid soit-il. Alors que nous nous blottissons plus profondément sous nos couvertures électriques douillettes, nous ferions bien de nous souvenir des épreuves et des triomphes de nos ancêtres médiévaux. Car dans leur lutte incessante contre les éléments, dans leur refus obstiné de céder à la fureur capricieuse de la nature, ils ont forgé un héritage de résilience qui nous réchauffe encore aujourd'hui. Les vents glacials de l'hiver peuvent encore gémir dehors, mais nous pouvons puiser force et courage dans le fait que s'ils pouvaient affronter le froid brutal avec rien d'autre qu'un manteau et leur esprit humain inextinguible, alors nous aussi pouvons survivre jusqu'à ce que le printemps revienne. Le printemps enfin. Ils avaient enduré des mois de froid mordant, blottis dans des espaces exigus, le ventre grognant à cause de maigres rations hivernales. Mais maintenant, alors que le soleil restait un peu plus longtemps dans le ciel chaque jour, scintillant sur la neige fondante, il y avait de quoi célébrer. À travers tout le pays, les gens sortaient de leurs cocons hivernaux, clignant des yeux dans la lumière éclatante du printemps comme des ours sortant de l'hibernation. Les enfants jaillissaient de leur maison, ravis de sentir la brise fraîche sur leur visage plutôt que la morsure du vent glacial. Avec des rires étourdissants, ils couraient dans la boue trempée, émerveillés par les premiers courageux crocus perçant le sol encore gelé. Dans les champs, les fermiers attendaient avec impatience le lundi de la charrue, le début traditionnel de l'année agricole. Tombant le premier lundi après l'épiphanie, il marquait le moment où la terre avait suffisamment ramolli pour commencer le labour. Les chevaux et bœufs attelés aux charrues étaient parés de guirlandes et de rubans colorés, et promenés dans les rues du village. Les cloches des églises sonnaient joyeusement alors que la procession passait, un début festif pour la saison de culture à venir. Un soulagement palpable régnait tandis que les cheminées s'épaississaient de fumée. N'étant plus obstruées par la neige et la glace, la menace de gelure et de maladie reculait avec les bancs de neige. Les visages marqués par les soucis de la survie hivernale se transformaient maintenant en sourires pleins d'espoir. Bientôt, des produits printaniers et estivaux colorés remplaceraient les aliments fades et conservés qui les avaient à peine soutenus pendant les longs mois sombres. Il nous est peut-être difficile, depuis notre point de vue moderne, d'imaginer à quel point ce changement de saison était important. Nous pouvons grogner à propos des routes boueuses ou soupirer de perdre une heure de sommeil à cause de l'heure d'été. Mais pour nos ancêtres médiévaux, l'arrivée du printemps était tout simplement salvatrice. Cela signifiait qu'ils avaient survécu à l'assaut brutal de l'hiver, repoussant la famine et la maladie pour une année de plus. Les arbres dénudés se paraient à nouveau de vert, reflet extérieur du renouveau intérieur. Les gens du Moyen Âge ressentaient ce retour de chaleur et de lumière.
Une partie de cette allégresse peut encore se percevoir dans les airs joyeux des chansons et poèmes médiévaux qui célèbrent le retour du printemps. Une chanson anglaise enjouée proclamait « Lud syn kuko growet, sed en blowet, med en springet the w new syn kuko », ce qui se traduit approximativement par « Chante fort coucou, la graine pousse, la prairie fleurit et le bois reverdit, coucou ». La joie pure et irrépressible est palpable, exprimée dans des rimes simples mais évocatrices. Prenons un moment pour apprécier la force, la résilience et l'enthousiasme pour la vie incarnée par nos ancêtres médiévaux. À travers les conditions les plus rudes imaginables, ils ont enduré, traversant chaque hiver grâce à leur courage et aux liens de leur communauté. Et lorsque le soleil printanier et le chant des oiseaux mirent fin au silence oppressant de l'hiver, ils célébrèrent pleinement, sachant qu'ils avaient une fois de plus triomphé de la cruauté de la nature. Alors que nous nous blottissons dans nos lits chauds, grognant à moitié du froid extérieur, pensons à ces âmes d'autrefois. Celles qui soupiraient de pur soulagement lorsque la neige laissait place à la boue, ouvrant grand leurs volets pour laisser l'air printanier entrer. Celles qui affrontaient la brutalité de l'hiver avec une ténacité et une volonté de vivre exubérante, qui devraient nous inspirer encore aujourd'hui. Que leur force nous rappelle, lorsque nous affrontons nos propres saisons difficiles, littéralement ou métaphoriquement, que si eux pouvaient émerger des privations hivernales avec une telle joie sans retenue, alors nous aussi pouvons trouver des sources d'espoir pour nous soutenir. Le printemps viendra, le soleil reviendra, et nous marcherons à nouveau dans la lumière. Les blizzards et les gelées mordantes continuaient de tourmenter la terre. Mais le peuple médiéval possédait une résilience obstinée. Même dans les profondeurs les plus sombres de l'hiver, ils trouvaient des moyens de s'entraider pour affronter la tempête. Les voisins partageaient la maigre nourriture qu'ils avaient, se relayant pour organiser des repas communs. Les villages envoyaient de jeunes hommes vérifier les veuves âgées, leur apportant du bois et réparant leurs cabanes délabrées. Une de ces veuves était Agnès, une vieille femme sans famille pour s'occuper d'elle. Ses os lui faisaient terriblement mal dans le froid, et ses mains tremblaient en essayant d'allumer un feu sans succès. Elle avait presque perdu espoir lorsqu'on frappa à sa porte. C'était Tom, un jeune villageois robuste, les joues rougies par le vent mordant. Il apporta non seulement une brassée de bûches, mais aussi un sac de pois secs et un morceau de porc salé donné par d'autres villageois. Des larmes de gratitude coulèrent sur le visage ridé d'Agnès tandis que Tom attisait un feu rugissant dans son foyer. Pour la première fois depuis des semaines, la chaleur pénétra à nouveau dans son corps fragile. De tels actes de générosité étaient courants en ces temps de disette. Les riches, et même la noblesse, n'étaient pas exemptés de compassion. Lady Margaret, épouse du comte local, était connue pour sa charité pendant les mois d'hiver. Bien que les réserves de son château fussent bien garnies, elle insistait pour envoyer des wagons de grains et de denrées conservés aux paysans les plus pauvres du domaine de son mari. Certains de ses pères de haute naissance se moquaient de cela, considérant les paysans à peine meilleurs que le bétail. Pourquoi gaspiller de la bonne nourriture pour eux? Mais Lady Margaret restait fidèle à son devoir chrétien de prendre soin des moins fortunés. Un hiver particulier, la famine frappa durement la région. Lady Margaret travailla avec détermination pour étirer les provisions du château, ordonnant aux cuisiniers de concocter de copieuses soupes et ragoûts à distribuer aux pauvres affamés qui venaient quémander aux portes. Les commis de cuisine grognaient à cause du travail supplémentaire. Mais le cuisinier, un homme corpulent nommé Bernard, partageait le sens du devoir de sa maîtresse. Il se donna corps et âme à la tâche, enrichissant la soupe avec chaque dernier navet et pomme de terre de la cave. Les paysans affamés la dévoraient avec gratitude, sans se soucier des morceaux coriaces de mouton flottant dans le bouillon. Pour certains, ce serait leur seul repas pendant plusieurs jours. Au fil de l'hiver, même les coffres de Lady Margaret commencèrent à s'épuiser. Elle vendit discrètement certains de ses bijoux et parures pour acheter plus de provisions dans les villes voisines. Son mari, le comte, choisit de fermer les yeux, respectant la piété de sa femme, même s'il s'inquiétait que cela les rende vulnérables à des temps difficiles eux-mêmes. L'Église joua également son rôle pour aider les souffrants. Les monastères ouvraient leurs portes aux pauvres et aux malades, leur offrant un lit de paille chaud et un repas quotidien de base composé de pain et de bière. Certains dirigeaient même des hôpitaux primitifs pour soigner les gelés et les malades désespérés. Les moines considéraient cela comme leur devoir sacré, une manière d'imiter la compassion désintéressée du Christ. Frère William, un jeune novice, était chargé de soigner les malades dans l'hôpital de son monastère. Bien que les vues et les odeurs de la maladie et de la putréfaction le révulsent, il se força à verser du bouillon dans la bouche des vieillards édentés et à changer les bandages trempés de pus des plaies gémissantes.
Il priait avec ferveur pour avoir la force de supporter cette épreuve, et Dieu veilla à ce que sa condition le préserve des pires ravages de l'hiver. Car l'hiver était le grand égalisateur, frappant riches et pauvres de sa faux glaciale. Certes, les riches pouvaient se permettre des manteaux de laine plus épais et des luxes comme le vin chaud aux épices. Mais ils frissonnaient tout de même dans leur manoir mal isolé et s'inquiétaient de leurs réserves. Et la mort les frappait aussi, sous forme de maladies hivernales. La noble dame, Lady Isabelle, était enceinte lors d'une vague de froid particulièrement virulente, confinée dans sa chambre. Elle disposait de tout le confort, d'un feu crépitant, de piles de fourrure et de servantes attentives à chacun de ses besoins. Mais la contagion trouve toujours un chemin. Une servante de cuisine, toussant violemment, lui apporta un pot de lait chaud et d'herbe. En quelques jours, la future mère brûlait de fièvre, ses poumons sifflaient. L'enfant naquit trop tôt, un petit être qui ne prit jamais de souffle. À la fin de la semaine, Lady Isabelle était également décédée. Le roi lui-même n'était pas à l'abri. Henri VI, une âme pieuse et douce, se tourmentait sans cesse du sort de ses sujets pendant le terrible hiver de 1433. Les médecins royaux lui prescrivirent un tonique à la cannelle et au gingembre pour lutter contre le froid, mais il sombra dans une profonde mélancolie, incapable de se réchauffer, même près du foyer. Certains murmuraient que c'était la punition de Dieu pour sa faiblesse en tant que souverain. En vérité, la dépression saisonnière pouvait frapper n'importe qui, du roi le plus puissant au simple paysan. À mesure que les jours s'allongeaient lentement et que le point glacé de l'hiver commençait enfin à se relâcher, les gens se mirent à rêver du printemps. Bientôt, ils prièrent pour que la terre se dégèle et que les premiers bourgeons apparaissent sur les arbres dénudés. La grande roue de l'année agricole pouvait recommencer à tourner. Au premier jour du printemps, le premier lundi après l'Épiphanie, les gens du Moyen Âge célébraient le lundi de la charrue. C'était le moment où le premier sillon symbolique était tracé dans la terre encore parsemée de givre. Un signe d'espoir pour les récoltes à venir. Les hommes du village se noircissaient le visage de suie pour porter chance et défilaient dans les chemins boueux avec leurs socs de charrue tenus haut, chantant des chansons joyeuses pour réveiller la terre endormie. Ensuite, il y avait des danses, de la nourriture copieuse et beaucoup de bière. C'était une promesse, un pacte que les jours sombres de l'hiver passaient et que des lendemains plus lumineux approchaient. Le même cycle éternel se déroulait à tous les niveaux de la société. Dans les grandes salles des ducs et comtesses, les ménestrels entonnaient des airs joyeux, et les couples dansaient avec entrain, emplis de l'optimisme d'une nouvelle année. Le roi organisait un festin somptueux pour sa cour, les tables débordant de délices comme le cygne rôti et les douceurs du mois de mars. Même le modeste paysan Gilles et sa famille ressentirent un poids se lever de leurs épaules en allant travailler leur humble parcelle, Gilles serrant précieusement son sac de semences sauvées pour un futur de ventre plein. La veuve misérable, Agnès, qui avait frôlé la mort, se retrouva à remuer un pot de potage bouillonnant en fredonnant sans mélodie. Elle avait traversé le gantlet de l'hiver pour voir un autre printemps se lever. Loué soit Dieu! L'hiver était brutal. C'était un fait indéniable. Il apportait son lot de misère et de difficultés, de la faim au froid mordant, jusqu'au spectre constant de la mort et des maladies. Mais c'était aussi un temps où la véritable résilience et l'esprit communautaire du peuple médiéval brillaient. Face à l'abîme de la rudesse hivernale, il répondait avec générosité, courage et même célébration audacieuse. Il comprenait que l'hiver faisait partie intégrante du grand cycle de la vie. Et la meilleure façon de conquérir le froid était de se serrer les coudes et de l'endurer ensemble. Ainsi, alors que vous vous blottissez sous votre duvet douillet, peut-être en grognant à propos de la facture de chauffage exorbitante ou en grattant un peu de givre sur votre pare-brise, pensez à vos ancêtres médiévaux. Réfléchissez à la façon dont ils ont survécu hiver après hiver dans un monde sans couvertures électriques, sans chauffage central et sans livraison de nourriture en un clic. Bien que nos tracas hivernaux modernes puissent nous sembler écrasantes sur le moment, ils pâlissent en comparaison de ce que les médiévaux affrontaient chaque année. Et peut-être pourrions-nous en tirer une leçon, que l'empathie, la charité et un espoir irrépressible du printemps sont les meilleures façons de traverser les épreuves que la vie nous lance. Qu'il s'agisse d'un vortex polaire ou d'une pandémie, accueillons tout le printemps à venir avec un cœur plein et reconnaissant, sachant que, peu importe l'épaisseur des bancs de neige, ils finiront par céder au soleil réchauffant. La rigueur de l'hiver rend la floraison du printemps encore plus douce. Et ainsi, comme pourrait le dire un roi médiéval, hivernons courageusement, afin de fleurir éternellement au printemps. Le gel crépite sous vos pas tandis que vous traversez les congères, la respiration se condensant dans l'air glacé.
Des stalactites scintillent au soleil pâle, suspendues aux avant-toits des huttes de W et d'Orbe. Le village est silencieux et immobile, regroupé contre l'assaut de l'hiver. Voilà à quoi ressemblait l'hiver pour la plupart de nos ancêtres médiévaux. Pas les scènes douillettes que nous imaginons de festins joyeux dans des châteaux chaleureux décorés de ou et animés par la musique et les rires. Non, pour la grande majorité, l'hiver était un temps de froid mordant, de faim lancinante et de survie difficile. Le spectre de la faim hivernale n'était jamais loin. Avec les récoltes flétries et le bétail rare, mettre de la nourriture sur la table devenait un combat quotidien. Les stocks de grains s'amenuisaient et bientôt, seules les herbes amères et les navets rabougris séparaient une famille de la famine. Lors d'un hiver particulièrement rigoureux en 1315, la récolte d'un paysan anglais fut réduite d'un tiers à cause des tempêtes et du gel. Les serfs désespérés furent réduits à manger les toits de paille de leur hutte et à bouillir le cuir de leurs chaussures, tout en continuant à travailler pour leur seigneur. La malnutrition affaiblissait les défenses du corps contre les maladies hivernales. Le simple rhume pouvait rapidement se transformer en pneumonie ou bronchite mortelle. La grippe traversait les villages comme une faux, fauchant jeunes et vieux qui grelottaient dans leurs abris délabrés. Les dents claquant, les médiévaux se blottissaient ensemble contre le froid, s'entassant dans la relative chaleur des maisons fermées. Pourtant, cette proximité avait un prix. L'air enfumé et vicié, chargé de l'odeur des corps non lavés, des pots de chambre nauséabonds et des nattes sales, était un terrain propice aux maladies. Dans une maison suffuque du XIVe siècle, 13 membres d'une même famille, des grands-parents aux nourrissons, avec leurs maigres poules et chiens galeux, se serraient dans un seul petit fumoir tout l'hiver. C'est incroyable que quiconque ait survécu jusqu'au printemps. La maladie n'était pas le seul danger rôdant dans les longues nuits sombres. Les incendies constituaient une menace constante dans les villes et bourgs en bois bondé. Une étincelle mal dirigée pouvait rapidement se transformer en un brasier furieux, dévorant avidement les bâtiments serrés et fauchant des vies. Le grand incendie de Londres en 1212 commença par une froide nuit de novembre, se propageant rapidement dans les ruelles étroites de la ville tandis que l'eau gelait dans les tuyaux. On estime que 3000 Londoniens serrés dans leurs habitations périrent dans les flammes, et beaucoup d'autres furent laissés sans abri dans l'étreinte glaciale de l'hiver. Les voyages étaient particulièrement périlleux pendant ces mois glacials. Les routes se transformaient en bourbiers boueux tandis que les tempêtes de neige obscurcissaient le chemin par des tourbillons aveuglants. Avec la rareté de la lumière du jour, les voyageurs risquaient de se perdre et de tomber de la route dans une tombe glacée. En 1311, la reine anglaise Isabelle partit de Canterbury pour Londres alors que le crépuscule hivernal s'approfondissait. Sa suite perdit la route et erra sans secours jusqu'aux premières heures, tandis que la reine enceinte pleurait abondamment de peur et d'épuisement. L'assaut de l'hiver était tout aussi impitoyable pour les animaux de travail. Les chevaux et bœufs s'amaigrissaient et s'affaiblissaient avec peu de nourriture hivernale. Leur souffle laborieux fumait dans l'air glacial tandis qu'ils transportaient des troncs et des charges dans la neige jusqu'aux genoux. Les engelures noircissaient les extrémités, et la glace fendait les sabots et les rayons de roue. Pourtant, même dans les profondeurs sombres de l'hiver, les médiévaux trouvaient des éclats de lumière. La fête de la Saint-Étienne, ou Boxing Day comme nous la connaissons aujourd'hui, était un moment de charité et de bienveillance. Les coffres d'aumône dans les églises débordaient d'offrandes pour les pauvres tandis que les seigneurs fournissaient des repas copieux aux locataires affamés et frigorifiés. La tradition du « Lord of Misrule » apportait une étincelle de festivité subversive aux jours les plus sombres. Un paysan humble, bouffon ou diacre, était couronné roi et présidait à des réjouissances marquées par l'ivresse, des inversions de rôle et des farces, un renversement temporaire de l'ordre établi. Malgré les privations et les dangers que posaient les hivers médiévaux, l'espoir subsistait d'une manière ou d'une autre, inscrit dans les souffles glacés, et sans doute exprimé par des prières ferventes. Espoir que les faibles et les malades survivraient, que la nourriture suffirait jusqu'au printemps, que la lumière et la chaleur vaincraient à nouveau le froid oppressant. Alors cet hiver, lorsque vous vous plaignez de pelleter l'allée, de maudire le thermostat ou d'attendre frigorifier le bus, pensez à ceux qui nous ont précédés. Nos ancêtres médiévaux affrontaient l'énorme tâche de survivre hiver après hiver avec peu de confort que nous tenons pour acquis. Leur courage silencieux face à la cruauté de l'hiver est sans doute la plus grande leçon qu'ils puissent nous enseigner. Bien que nous ne connaîtrons jamais la plupart de leurs noms ou histoires, nous pouvons apprécier l'ampleur de leur lutte et trouver inspiration dans leur endurance qui les a menés jusqu'à des jours meilleurs. Le gel mordant continuait sa pluie glaciale, transformant le paysage en un royaume cristallin qui serait pittoresque sans les immenses difficultés qu'il imposait aux habitants.
La neige tombait sans relâche du ciel cendreux, enveloppant la campagne d'un linceul blanc suffocant. Des stalactites pendaient comme des dagues scintillantes aux avant-toits des huttes paysannes et des grandes demeures. Les feux de cheminée qui brûlaient jour et nuit n'offraient qu'un répit fugace contre le froid pénétrant. La fumée des flammes précieuses piquait les yeux et étouffait les poumons dans l'air clos et chargé des huttes de WLE et d'orbes. Là, les corps se pressaient ensemble pour se réchauffer. Humains et bétail mêlés, les odeurs piquantes de fumier et de chair non lavée se combinaient en un parfum hivernal médiéval unique. Pour certains, cependant, même ce réconfort douteux était un luxe qu'ils pouvaient à peine se permettre. Les maigres réserves de nourriture s'étiraient de manière précaire, et les ventres grondaient des pans persistants de la faim. Beaucoup des plus pauvres se nourrissaient de peu plus que de pain grossier et d'eau maigre, priant pour survivre jusqu'au printemps. Le spectre de la famine planait dans chaque foyer, du simple serf au seigneur puissant. Personne ne pouvait échapper à l'emprise mortelle de l'hiver, pas même ceux qui portaient des couronnes. Dans les châteaux de pierre mal isolés qui semblaient aspirer le froid et exhaler une humidité implacable, les souverains frissonnaient sous des montagnes de fourrure. Les maisons royales exigeaient de grandes quantités de bois de chauffage pour traverser les longs mois d'hiver. Malheur au royaume dont le souverain ne prévoyait pas l'avenir. Selon un récit, une princesse bohémienne médiévale périt du froid dans sa chambre. Sa disparition fut un rappel glaçant que richesse et statut n'offraient qu'une protection partielle contre les éléments. Mais pour une famille paysanne, la perte d'un proche sous la faux glaciale de l'hiver était trop fréquente. Un événement cruel mais prévisible. La maladie ajoutait au bilan déjà prodigieux des morts saisonniers. Les abcès et fièvres se répandaient comme une traînée de poudre dans les communautés affaiblies par la malnutrition et la promiscuité. L'air enfumé des huttes et la saleté omniprésente rendaient les poumons plus vulnérables aux infections. Les médecins médiévaux, avec leurs traitements souvent inutiles, plus ancrés dans la superstition que dans la science, pouvaient faire peu de choses. Les routes, traîtresses à cause des congères et du verglas, aggravant encore les maux de l'hiver. Seuls les désespérés ou les imprudents s'aventuraient loin du maigre confort de leur foyer pendant les mois les plus sombres. Voyager sur une distance quelconque était une épreuve à entreprendre à ses risques et périls. Les charrettes des colporteurs restaient à l'arrêt, privant les villages isolés des marchandises nécessaires. Les dîmes et impôts restaient impayés, aux grandes dames des seigneurs et du clergé. Et malheur à l'armée qui devait mener une campagne sur des routes encombrées de neige. Leurs lignes d'approvisionnement s'étiraient et se fragilisaient sous le froid glacial. L'hiver de 1407 vit l'un des exploits militaires les plus étonnants du Moyen Âge, né de cette nécessité brutale de la guerre hivernale. Le redoutable chef rebelle gallois Wayne Glinda affronta les forces supérieures du futur roi Henri V dans les hauts cols montagneux. Les hommes de Glinda, habitués aux conditions rigoureuses, attirèrent les Anglais dans un piège au cœur d'une tempête de neige aveuglante. Mal équipés dans leur lourde armure, les rangs anglais se brisèrent et prirent la fuite, beaucoup périssant d'exposition. La victoire éclatante de Glinda, autant due à l'hiver qu'à l'habileté militaire galloise, demeure légendaire à ce jour. Les hivers de l'Europe médiévale étaient souvent marqués par des famines dévastatrices qui firent d'innombrables victimes. Lorsque le froid persistait et que le semi-printanier était retardé, les pénuries alimentaires suivaient rapidement. La fameuse grande famine de 1315 à 1317 fut déclenchée par un printemps inhabituellement humide et froid qui fit pourrir les semis en terre. Les échecs successifs des récoltes pendant les 2 années suivantes plongèrent une grande partie du continent dans la famine. En Angleterre, le prix du pain s'envola jusqu'à 20 fois le coût normal. Les pauvres en vinrent à manger de l'herbe, des racines, voire l'écorce des arbres. Des bandes de scavengers désespérés exhumaient les tombes pour cannibaliser les morts. On estime que 10 à 25% de la population de villes comme Épa et Bruges, en Belgique actuelle, périt. Dans la ville française de Tré, un citoyen écrivit dans son journal que les pauvres mangeaient des chiens, des chevaux et d'autres choses impures. La misère était aggravée par le crime et la maladie alors que les citoyens mal nourris se tournaient vers le vol et la violence pour survivre. Un récit déchirant des chroniques de l'abbaye Sainte-Marie relate le destin d'une femme affamée emprisonnée pour avoir volé un pain. La femme était enceinte et affamée, mais le boulanger ne voulut pas lui donner de pain, elle en vola donc un et fut arrêtée. Les juges ne voulurent pas lui pardonner, et elle fut pendue. À sa mort, l'enfant tomba de son ventre sous les yeux de la foule. Le bébé gisait ensanglanté et hurlait sur le sol, mais personne ne voulut le toucher ou le sauver, et il mourut bientôt là où il était tombé. La famine prit finalement fin en 1318 lorsque le temps devint favorable et que les récoltes reprirent.
Mais le spectre de la faim rôdait chaque hiver, prêt à faucher une récolte funeste au moindre revers. Pour les médiévaux, l'hiver était toujours un temps d'inquiétude lancinante, voire de terreur, alors qu'ils priaient pour que leurs maigres réserves alimentaires durent jusqu'au printemps. La malnutrition affaiblissait la population et la rendait vulnérable aux maladies. Les conditions de vie étroites et insalubres de l'hiver provoquaient fréquemment des épidémies d'infections comme la grippe, la dysenterie et la pneumonie. Les maladies respiratoires faisaient particulièrement des ravages, se propageant par la toux dans un air enfumé alors que les gens se blottissaient près du feu. Un simple rhume hivernal pouvait rapidement devenir mortel au Moyen Âge. Même les médecins de l'époque étaient de peu d'aide, se reposant sur des traitements douteux comme les saignées et purges laxatives pour rétablir l'équilibre des humeurs du patient. L'empereur Charlemagne serait mort de puricie durant le rude hiver de 814 après que ses médecins l'aient traité sans succès. Beaucoup d'historiens pensent que la peste noire du XIVe siècle s'est répandue si rapidement parce que les citoyens mal nourris, entassés dans des quartiers divers, avaient peu de résistance à la maladie. L'épidémie de 1348 à 1349 tua entre 30 et 60% de la population européenne. Une histoire poignante vient de Pistoia, en Italie, où un homme nommé Sir Lucas écrivit à son frère Francesino pour décrire la dévastation. « J'ai le cœur malade et j'ai à peine la force d'écrire, car les choses ici vont de mal en pire. Beaucoup sont morts et bien d'autres succombent encore. Les boutiques sont fermées, les tavernes désertes. On parcourt les rues sans rencontrer une âme. Des vagues de chagrin résonnent depuis les maisons où la mort a frappé. L'odeur de la pourriture monte des fosses communes. Je crains que notre ville ne soit bientôt complètement vide de vie. Je vous supplie, restez où vous êtes et priez pour nous sans relâche. » Alors que la peste faisait rage, des villages entiers furent anéantis. La souffrance était aggravée par le traumatisme des enterrements de masse précipités dans un sol glacé et par l'expulsion des malades, contraints de mourir seuls dans la neige par crainte de contagion. Les pertes dévastatrices de la peste noire laissèrent des cicatrices psychologiques profondes et bouleversèrent à jamais le monde médiéval. L'hiver était particulièrement redouté pour les personnes âgées, les jeunes enfants et les femmes enceintes. Sans les avantages de la médecine moderne, ces populations vulnérables succombaient fréquemment au froid, aux maladies ou à la malnutrition. On estime que, dans certaines sociétés médiévales, jusqu'à 20 à 30% des nourrissons mouraient avant leur première année, beaucoup pendant les mois rigoureux de l'hiver. Les complications de la grossesse et de l'accouchement, aggravées par une mauvaise alimentation et les conditions glaciales, emportaient d'innombrables mères et bébés. Les périls des accouchements hivernaux sont illustrés par la triste histoire de Mathilda, la fille de 12 ans du roi Henri Ier d'Angleterre. À l'hiver 1120, Mathilda se trouvait à bord d'un navire appelé le White Ship, naviguant de France vers l'Angleterre. Le navire heurta un rocher et coula rapidement, envoyant Mathilda et des centaines d'autres passagers dans les eaux glaciales de la Manche. Mathilda échappa de peu à la noyade en montant dans un petit canot de sauvetage, mais elle appela alors son demi-frère William, encore dans l'eau. Lorsque le canot retourna pour le récupérer, tant de personnes désespérées tentèrent de monter qu'il chavira, renvoyant Mathilda dans les vagues froides. La jeune fille du roi, enceinte de son premier enfant, périt avec les autres. Son père, affligé, aurait été frappé d'évanouissement à la nouvelle et ne sourit plus jamais de sa vie. Les très vieux et les très jeunes étaient toujours en péril pendant les hivers rigoureux du Moyen Âge. Même s'ils survivaient aux maladies et à la famine, ils pouvaient encore mourir de froid dans leur sommeil. Le poème médiéval Serguin et le Chevalier Vert contient une description glaçante du roi Arthur vieillissant frissonnant sous ses robes dans la grande salle d'un château mal isolé, ses dents claquant alors qu'il parlait. Sans les glaces protectrices et les glaciers que nous avons aujourd'hui, les hivers médiévaux étaient accompagnés de tempêtes de neige et d'inondations dévastatrices. En 1216, le roi Jean d'Angleterre aurait perdu les joyaux de la couronne en traversant une zone marécageuse de l'East Anglia appelée The Wash. Fuyant ses ennemis en rébellion contre son règne, son convoi fut englouti par une marée montante, exacerbée par de violentes rafales. Le roi aurait échappé de justesse. Mais son trésor, y compris des couronnes et sceptres précieux, disparut dans les eaux tourbillonnantes, pour ne jamais réapparaître. Jean mourut de dysenterie quelques jours plus tard, un homme brisé. Certains historiens pensent que la perte des joyaux de la couronne fut le coup final qui précipita Jean au tombeau. Les tempêtes hivernales entraînaient souvent des désastres pour les communautés côtières, battues par des vents de force ouragans et des vagues massives. La chronique anglo-saxonne rapporte une terrible inondation qui frappa l'Angleterre en 1099.
Le jour de la Saint-Martin, le 11 novembre, une grande inondation marine traversa le pays et le submergea comme nul homme ne se souvenait que cela fût déjà arrivé, noyant de nombreuses villes et un nombre incalculable de personnes. Une autre inondation de la mer du Nord, le 16 janvier 1219, submergea complètement les Pays-Bas, tuant plus de 50 000 personnes. À une époque sans système d'alerte ni abri d'urgence, la population était entièrement à la merci des éléments. Tout ce que pouvaient faire les médiévaux était de prier pour être délivrés tandis que les eaux glaciales montaient et que le vent hurlait comme les chiens de l'enfer dehors. Les hivers rigoureux signifiaient également une augmentation des incendies alors que les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour se réchauffer. La chronique anglo-saxonne relate à nouveau un incendie mortel à Londres en 1132. Un terrible feu éclata sur le London Bridge et se propagea si rapidement qu'avant d'être éteint, il détruisit une grande partie de la ville avec la principale église Saint-Paul et la cathédrale de Canterbury, ainsi que de nombreuses autres églises et maisons. La force du vent et la violence des flammes projetaient des poutres en feu et des plaques de plomb à des distances extraordinaires. Avec la plupart des bâtiments en bois et très serrés, il n'est pas étonnant que les villes médiévales fussent de véritables poudrières. Une étincelle ou une bougie renversée pouvait déclencher un incendie incontrôlable, surtout lorsque des vents d'hiver attisaient les flammes. Les habitants fuyaient par les rues étroites et tortueuses, leurs maisons brûlant derrière eux, souvent avec pour tout bien les vêtements sur le dos. D'innombrables histoires tragiques relatent des familles séparées dans le chaos, des enfants piétinés, des personnes piégées et brûlées vives. Avec la technologie limitée de lutte contre le feu de l'époque, tout ce que les habitants pouvaient faire était de jeter des seaux d'eau ou de neige sur les flammes et prier pour que le vent change avant que la ville entière ne brûle. La dévastation pouvait être quasi totale, laissant des milliers de personnes sans abri et démunies en plein hiver. Mais peut-être que le plus grand danger de l'hiver médiéval ne nécessitait ni blizzard, ni inondation, ni conflagration. Parfois, le simple froid inévitable et omniprésent suffisait. Il est difficile pour nous d'imaginer, dans notre monde moderne de chauffage central et de tissu thermique, mais l'humidité glaciale et l'obscurité constante de l'hiver étaient un adversaire contre lequel il y avait peu de défense au Moyen Âge. Avec seulement des feux enfumés et des piles de fourrure pour se protéger du froid, l'hiver pénétrait jusqu'aux os des médiévaux. L'arthrite et le rhumatisme étaient des afflictions courantes, la douleur s'aggravant chaque année. Les extrémités s'engourdissaient lentement, puis devenaient noires à cause des engelures. La pneumonie et la grippe se propageaient rapidement dans les espaces clos. Le froid semblait s'infiltrer jusqu'à l'âme, vidant toute énergie et vitalité. Le moine britannique du Vie-siècle, Gildas, dresse un tableau sombre dans son œuvre sur la ruine de la Bretagne. Les nuits sont longues et sombres, les jours mornes et glaciales. L'air mord avec malice, les rafales glaciales transpercent jusqu'aux os. Tout est couvert de neige et de givre. C'est un temps de grande souffrance pour l'homme et l'animal. Quand toute la terre semble morte et gelée, prisonnière d'un enfer glacé. Pour les personnes âgées et fragiles surtout, l'hiver était un temps redouté, marqué par un sentiment de désespoir que la chaleur ne reviendrait jamais. Les gens superposaient tous leurs vêtements et se blottissaient ensemble pour se réchauffer. Mais le froid s'infiltrait toujours. Les feux vacillaient et s'éteignaient dans l'humidité, ne laissant que des volutes de fumée âcre qui piquaient les yeux et étouffaient la gorge. Tout et reniflements résonnaient dans l'obscurité, entrecoupés des gémissements des malades et mourants. Le froid gardait son emprise glaciale à toute heure, transformant les expirations en givre et engourdissant les membres. Il semblait glisser des doigts de glace dans la poitrine, comprimant le souffle et coagulant le sang. Même les jeunes et les saints se déplaçaient comme dans l'eau profonde, lourds et lents. Il n'y avait aucun échappatoire à l'hiver au Moyen Âge. Pas de vacances en Floride ni de couvertures électriques pour adoucir le froid. Le froid était un compagnon constant et impitoyable, drainant l'énergie précieuse nécessaire à la survie. Il n'est donc pas surprenant que le monde médiéval mesurât le passage du temps non pas en mois ou en années, mais en hiver survivant. Survivre jusqu'au printemps suivant était un triomphe, qui devenait plus difficile à chaque saison. Mais d'une manière ou d'une autre, malgré les conditions brutales, les maladies rampantes, la faim tenace et le froid qui tue la vie, les gens du Moyen Âge ont enduré. Année après année, hiver après hiver impitoyable, ils persévérèrent, armés uniquement de leur esprit indomptable. Lorsque les dernières provisions s'amenuisaient, ils resserraient encore leur ceinture d'un cran. Quand le feu ne laissait plus que des braises, ils rapprochaient une autre couverture usée. Et quand l'obscurité pressait de tous côtés, ils se blottissaient ensemble et se racontaient des histoires de jours meilleurs à venir.
Il y a un passage émouvant dans le poème anglais du XIe siècle Pierre Plowman qui capture la résilience pure de l'esprit médiéval. À travers malheur et vents d'hiver, gel et neige, grêle et pluie, tout passera et la paix prévaudra. L'espoir triomphera et ne faillira jamais. Même dans les profondeurs les plus sombres de l'hiver, les médiévaux trouvaient de petites joies et des moments de grâce. Les voisins partageaient ce qu'ils avaient avec ceux qui avaient encore moins. Dans le froid et l'obscurité, les gens se rassemblaient pour chanter et prier. La nuit, certains juraient entendre les voix des anges dans les vents hurlants, promettant que chaleur et lumière reviendraient. Ainsi, le peuple du Moyen Âge s'accrochait à l'espoir, tenait farouchement à la vie et gardait les yeux fixés sur l'horizon lointain où le printemps attendait. Ils savaient au fond d'eux que l'hiver, peu importe sa brutalité et son impitoyabilité, était toujours temporaire. Le soleil reviendrait, les neiges fondraient et le monde renaîtrait, vert et glorieux comme si l'hiver n'avait jamais existé. Tout ce qu'ils avaient à faire était de tenir bon. Et tenir bon ils le firent, avec une force forgée dans la glace et la pierre de la saison. Les hivers du Moyen Âge étaient brutaux, impitoyables et apparemment sans fin. Ils apportaient faim, maladie, destruction et mort. Mais ils révélaient aussi le meilleur de l'esprit humain, la volonté inébranlable de survivre, de garder espoir, de se rassembler dans la compassion et la bonté. Le monde médiéval fut trempé dans le creuset glacé de l'hiver et en ressortit plus fort, un peu plus dur, un peu plus sage, avec une appréciation profonde pour le cycle des saisons. Peut-être pouvons-nous apprendre une leçon de nos ancêtres médiévaux lorsque nous râlons en grattant quelques centimètres de givre sur notre pare-brise. Pour eux, l'hiver était une question de vie ou de mort, une saison à survivre avec des dents serrées et une détermination inébranlable. Et survivre, ils l'ont fait, nous transmettant leur récit de la fureur de l'hiver et du pouvoir invincible de l'esprit humain. Au cœur de nos hivers modernes, puissions-nous nous souvenir de leur courage et y trouver l'inspiration pour traverser nos propres jours sombres. Le peuple du Moyen Âge affrontait l'hiver de face et refusait de céder. Ils endurèrent inondations et famines, blizzards et nuits les plus noires. Ils enterraient leurs morts dans le sol gelé et se réveillaient au bruit des affamés. Mais toujours ils s'accrochaient à la promesse du printemps. Et s'ils pouvaient survivre hiver après hiver avec peu plus que la foi et des fourrures, alors nous aussi pouvons trouver la force de faire face à nos propres batailles, sachant que le tort viendra et que la lumière reviendra. Les hivers brutaux du monde médiéval sont peut-être révolus, mais leurs leçons résonnent à travers les âges, témoignage du pouvoir durable de l'esprit humain. Marchons donc dans les pas de nos ancêtres et affrontons le froid de l'hiver avec courage, compassion et espoir inébranlable. Car s'ils ont pu braver la saison la plus sombre, la tête haute, alors nous le pouvons aussi. L'hiver arrive. Mais le printemps, comme le savait si bien le monde médiéval, n'est jamais loin. Alors que les vents glaciaux hurlaient sur le paysage gelé, les médiévaux se rassemblaient autour de la lumière vacillante du foyer. Blottis pour la chaleur précieuse, ils racontaient des histoires des hivers passés, ces saisons rudes et impitoyables qui mettaient à l'épreuve même les âmes les plus fortes. Dans les cottages modestes comme dans les grandes maisons seigneuriales, le souffle glacé de l'hiver ne connaissait aucune limite. Les volets mal ajustés et les toits de chaume fins offraient peu de protection contre le froid incessant. Du paysan au prince, tous ressentaient la morsure de Jack Frost sur leur nez et leurs extrémités engourdies. Mais certains avaient la chance d'avoir un feu crépitant autour duquel se regrouper. Le crépitement des flammes et l'arôme de la fumée offraient un petit réconfort contre l'assaut de l'hiver. Dans les châteaux des nobles, les grandes cheminées des salles consumaient des quantités prodigieuses de bois, surveillées par des serviteurs frissonnants dont le travail ne cessait jamais. Mais même le plus puissant des seigneurs tremblait à l'idée de s'aventurer au-delà de la lueur du feu, car le froid hivernal pouvait pénétrer les murs de pierre les plus épais et les fourrures les plus riches. Pour les gens de basse naissance, la saison apportait une lutte pour la survie particulièrement sombre et ardue. Leurs humbles cabanes offraient peu de confort. De maigres rations de pain ou de bois récupérés dans la forêt alimentaient à peine le foyer vacillant. Les familles s'entassaient dans des logements insalubres, partageant la chaleur corporelle et respirant un air épais de fumée et l'odeur pestilentielle d'humanité non lavée. L'existence était assurément sombre. Pourtant, même face à de telles privations, il y avait des moments de joie. La lueur des feux communaux sur la place du village attirait les habitants hors de leur hutte, ne serait-ce que pour un bref répit. Rassemblés autour des flammes dansantes, les voisins échangeaient plaisanteries, histoires et chansons. Pour un temps fugitif, les cruelles réalités de l'hiver semblaient lointaines. Les jeunes amoureux s'échangeaient des baisers secrets, leur ardeur intacte malgré le froid.
Les enfants criaient de plaisir en courant et glissant sur les étangs gelés. Même les personnes âgées ressentaient un instant de légèreté, transportées aux hivers insouciants de leur jeunesse. Ces interludes de divertissement étaient d'autant plus précieux par leur rareté. L'assaut de l'hiver était implacable et impitoyable. Les pensées se tournaient rapidement vers les ventres vides et la faim tenace, constante compagne des pauvres. Les rêves de l'abondance du printemps semblaient une cruelle moquerie alors que les champs demeuraient nus sous la neige. Le spectre de la famine planait dans ces temps maigres. Une récolte ratée pouvait condamner un village entier. Nombreux étaient les mères qui voyaient avec angoisse les joues de leurs enfants s'amaigrir et leurs yeux s'éteindre sous le regard vide de la faim. Le cruel calcul de la rareté engendrait un désespoir particulier. Les récits abondaient sur les extrémités dépravées auxquelles certains se livraient pour remplir leur ventre, des actes contre nature hantant les cauchemars des gens pieux. Et la faim n'était pas le seul fléau à hanter la terre. Le souffle glacé de l'hiver favorisait des maladies qui s'attaquaient aux populations affaiblies. La toux sifflante de la pneumonie résonnait dans les huttes, tandis que les proches regardaient impuissants. La variole et la dysenterie faisaient rage, décimant des familles entières. Les très vieux et les très jeunes étaient particulièrement vulnérables, leurs corps fragiles inaptes à affronter les ravages de l'hiver. Mais peut-être que la plus grande cruauté était réservée à ceux qui étaient forcés de s'aventurer dans la fureur de l'hiver. Les voyageurs risquaient leur vie sur des routes glissantes et couvertes de glace. Beaucoup périrent, engloutis par des blizzards tourbillonnants ou engloutis dans des congères profondes. Leurs corps gelés ne seraient découverts qu'au printemps, rappel sinistre du pouvoir meurtrier de l'hiver. Même les vaillants chevaliers, ces robustes guerriers du royaume, n'étaient pas à l'abri des ravages de l'hiver. Vêtus de lourdes armures, ils devenaient des proies faciles pour le froid qui s'insinuait dans chaque rivet. Les mains engourdies peinaient à manier épée et bouclier. Les charges puissantes s'embourbaient dans la neige profonde, les stalactites de glace s'accrochant à leurs flancs haletants. Grands et petits maudissaient le nom de l'hiver. Dans les salles du pouvoir, la couronne pesait lourd sur les fronts royaux, froncés d'inquiétude. Même un monarque ne pouvait ordonner aux saisons d'inverser leur inexorable rotation, le coût pour approvisionner la cour en nourriture et en bois était colossal. Les trésoreries royales gémaient sous la pression tandis que les marchands cupides engrangeaient d'importants profits sur le dos du roi. Mais malgré toutes les misères engendrées, le règne de l'hiver n'était pas éternel. Même dans les profondeurs glaciales du désespoir, les gens s'accrochaient à la promesse du doux renouveau du printemps. La joyeuse fête de Saint-Étienne offrait un répit bienvenu face aux maux de l'hiver. Pendant une journée, un humble paysan endossait le rôle du seigneur de l'inversion des rôles. Les excès d'alcool et les chansons légères élevaient les esprits et allégeaient les cœurs. Le rire, ce baume pour l'âme fatiguée, résonnait à travers la terre gelée. Au fil du temps, l'emprise glaciale de l'hiver commença à se relâcher. Les stalactites dégoûtaient des avant-toits tandis que le soleil croissant exerçait sa magie subtile. Les perce-neige et les crocus perçaient la terre ramollie, délicats annonciateurs de la retraite de l'hiver. La terre s'éveillait à une nouvelle vie, secouant le sommeil torpide des mois glacés. Les chœurs s'élevaient et les voix s'élevaient en joyeuses célébrations. La fête de la charrue marquait le triomphant retour de l'éclat verdoyant du printemps. Les bœufs luisants traînaient les socs à travers la terre sombre et riche, tandis que le cycle de la plantation et du renouveau commençait à nouveau. Les temps maigres de l'hiver s'effaçaient bientôt dans la mémoire, tandis que les champs ondulaient sous l'abondance verte et dorée de la terre. En regardant à travers les siècles, nous admirons la fortitude de nos ancêtres médiévaux. Année après année, ils endurèrent les cruautés de l'hiver avec un stoïcisme né de la nécessité. Leur force d'esprit et les liens indéfectibles de leur communauté étaient le secret de leur survie. Face à des difficultés inimaginables, ils trouvaient des poches d'espoir et des moments d'humanité partagés. Alors, la prochaine fois que nous nous plaignons d'un vol retardé ou des rues boueuses, faisons une pause et réfléchissons. Nos malheurs hivernaux modernes ne sont qu'une ombre de ce qu'était autrefois. Dans la tapisserie de l'histoire humaine, les épreuves glaciales du Moyen-Âge occupent une place immense. Elles nous rappellent la résilience remarquable de notre espèce et la précieuse valeur d'un foyer chaud et d'un ventre plein. Alors que nous sombrons dans le sommeil, pensons à ceux qui nous ont précédés. Dans nos rêves, peut-être apercevrons-nous leur monde, un monde plus dur et plus cruel que le nôtre, et pourtant un monde où l'esprit humain indomptable brillait encore plus fort à travers l'obscurité qui l'entourait. Bonne nuit et doux rêves de brise printanière à venir. Alors que le froid mordant de l'hiver descendait de nouveau sur les terres fatiguées de l'Europe médiévale,
Pour les pauvres paysans qui tiraient une existence maigre du sol, la chaleur et la lumière semblaient se retirer du monde, remplacés par un froid profond qui pénétrait jusqu'aux os. Avec à peine des haillons sur le dos et peu de nourriture dans le ventre, ils ne pouvaient que frissonner et souffrir dans leur hutte mal isolée tandis que les vents cruels hurlaient juste au-delà de leurs murs. Les quelques chanceux dotés de cheminées et de réserves de bois pouvaient se serrer pour se réchauffer dans la lueur vacillante. Mais pour la majorité, le seul réconfort était la chaleur corporelle partagée des familles et du bétail entassés dans des espaces exigus, l'odeur pestilentielle des corps non lavés se mêlant à la vapeur du souffle des animaux. On peut seulement imaginer les toux, les fièvres et les douleurs atroces qui devaient les accabler dans cette humidité et cette promiscuité. Il est étonnant que quiconque ait survécu à l'autre côté des interminables pluies hivernales. Même les nobles les plus haut placés, malgré leurs fourrures épaisses et leurs somptueux festins, n'étaient pas à l'abri de l'étreinte glaciale de la saison. Les grands châteaux médiévaux, avec leurs murs de pierre vertigineux et leurs vastes salles, devenaient comme d'énormes réfrigérateurs en hiver. Le froid s'infiltrait du sol et du plafond, saturant l'air lui-même, défiant les plus puissants foyers de le chasser. Des récits de malheurs royaux hivernaux font frissonner de compassion. Au XVe siècle, la reine Élisabeth Woodville, épouse du roi Édouard IV d'Angleterre, aurait gelé à mort dans ses propres appartements lors d'une nuit exceptionnellement froide. Les archives sont floues et souvent embellies, mais certains témoignages prétendent que malgré les lourdes robes et fourrures, la pauvre femme succomba au froid intense et fut retrouvée le matin figée comme une planche. Que l'histoire soit vraie ou non, elle illustre certainement le danger de l'hiver même pour les plus privilégiés. Les rois et reines pouvaient éviter la faim et les conditions sordides de leurs sujets de basse naissance, mais à certains égards, les dangers de la saison étaient un grand égalisateur. Après tout, les royaux ne pouvaient pas commander les éléments plus qu'ils ne pouvaient vivre sans air. Le froid s'infiltrait même dans les chambres les plus luxueuses. Ainsi, à mesure que les jours raccourcissaient et que les nuits devenaient toujours plus sombres et glaciales, toute la société médiévale se préparait à l'assaut annuel de la colère de l'hiver. Du plus humble paysan au plus puissant seigneur, un sentiment d'endurance sévère s'installait, une conscience que le seul moyen de s'en sortir était de traverser. Les réserves de grains et de viande salée étaient vérifiées et revérifiées. Chaque bout de bois et de brindilles était jalousement gardé, et de lourds vêtements en laine étaient enfilés avec stoïcisme. La seule étincelle de légèreté et d'espoir venait des festivités de Noël entourant la fête de Saint-Étienne le 26 décembre. Pendant quelques jours joyeux, l'ordre social normal était joyeusement bouleversé lorsqu'un seigneur du désordre était choisi parmi les paysans pour présider à un cortège de festins, danses, jeux et farces générales. Le ventre plein d'ale et de vin, le visage rouge des corps pressés et des efforts des réjouissances, le peuple pouvait, pour un bref moment lumineux, oublier les longues privations de l'hiver et se réjouir de la vie et de la communauté. On imagine les scènes de célébration bruyantes éclatant dans les salles et sur les places publiques. Les rires tonitruants, le souffle des flûtes et des violons alors que les gens tournaient dans un kaléidoscope de couleurs et de gaieté. Pour une fois, les serfs et les nobles se mêlaient librement, les lignes habituelles de classe et de statut effacées dans l'esprit de bonne volonté et de fraternité. Le seigneur du désordre, peut-être un jeune paysan gonflé de fierté avec des étoiles dans les yeux, proclamait des décrets grandioses et ridicules au plaisir de tous. Cela devait être enivrant, cette explosion de désordre et de festivité au milieu de la morosité. Mais comme toute chose, la saison festive n'était qu'un répit temporaire, l'œil de la tempête. Lorsque le dernier bûcher brûlait jusqu'aux braises et que le dernier bol était vidé, les gens retournaient à leur foyer et l'obscurité glaciale retombait. La gaieté de la fête de Saint-Étienne et le bref éclat du seigneur du désordre étaient remplacés par le cruel quotidien de la survie alors que l'hiver resserrait son emprise. Pendant les mois interminables suivants, le temps semblait s'écouler au ralenti dans le froid. La terre gelée et inutilisable laissait peu de choix à la paysannerie que de se terrer et prier pour être délivrée. Les jours raccourcissaient et les nuits s'allongeaient, comme un gouffre immense dont on ne pouvait s'échapper. Blottis dans leurs abris rudimentaires contre le froid mortel, ils devaient désespérer de sentir à nouveau le souffle chaud du printemps sur leur visage. Mais même l'hiver le plus cruel ne peut durer éternellement. Et en effet, les premières pousses de vie nouvelle pointaient déjà sous la terre gelée, attendant leur moment. Pour ceux qui enduraient, qui s'accrochaient à l'espoir et aux uns aux autres à travers les jours les plus sombres et les nuits les plus froides, le printemps viendrait à nouveau. Le soleil reviendrait dans le ciel, le sang circulerait dans les veines. Le monde se débarrasserait lentement de ses gris et blancs pour un éclat coloré et bouillonnant. Le lundi de la charrue, juste après l'épiphanie, la terre pouvait à nouveau être labourée,
et la grande roue de l'année agricole recommençait à tourner. Les habitants émergeaient en clignant des yeux dans la lumière pâle mais croissante du printemps, plus maigres et profondément fatigués, mais vivants et heureux de l'être. Les champs étaient sillonnés, les semences plantées, les troupeaux sortis paître sur l'herbe nouvelle, et toute la joyeuse danse de la vie reprenait. Mais cela restait à venir. Pour l'instant, le cœur cruel de l'hiver battait encore, et le peuple du Moyen-Âge se préparait de nouveau à affronter sa pluie glaciale. Ils tiraient le peu de réconfort qu'ils pouvaient de leurs lourds manteaux de laine, de leurs huttes enfumées, de leurs maigres réserves de nourriture si soigneusement accumulées, mais surtout les uns des autres. Dans un monde si assailli par les difficultés et le danger, où la saison elle-même semblait vouloir arracher la vie de leurs os, ils enduraient comme toujours, ensemble, seigneurs et paysans, jeunes et vieux, frissonnant et espérant sous le même ciel hivernal rigide, attendant le printemps qui devait un jour venir. Et ainsi, ils se blottissaient dans l'obscurité et le froid, écoutant le hurlement plaintif du vent et les gémissements de la glace, racontant des histoires et tissant des rêves pour passer les longues nuits d'hiver. Peut-être imaginait-il un futur où les hivers seraient plus cléments, les foyers plus chauds, les ventres plus remplis, un monde que leurs mains tremblantes et leurs os gelés pourraient construire pour les générations à venir. Ou peut-être s'accrochait-il simplement aux rares fragments de lumière et d'espoir qu'il pouvait rassembler sur le moment, sachant que même le plus long hiver finirait par céder au printemps. Face à de telles conditions brutales, la force de l'esprit humain à endurer et à garder foi en des jours meilleurs est vraiment un miracle. On ne peut s'empêcher de ressentir une admiration profonde pour la ténacité de nos ancêtres médiévaux qui affrontaient chaque hiver amer comme un adversaire indomptable et émergeaient année après année pour accueillir le printemps de l'autre côté. Levons donc notre chapeau à ces seigneurs et paysans d'antan qui souffraient tant et qui pourtant enduraient encore plus. Dans notre monde moderne de chauffage central et de livraison de courses à la demande, il est facile d'oublier les épreuves qu'ils affrontaient au quotidien. Mais alors que nous sombrons dans le sommeil dans nos lits chauds, pensons à ces masses médiévales blotties et admirons la force qui les portait à travers l'hiver après hiver, attendant le retour de la lumière. Dans un monde souvent froid et sombre, un tel espoir et une telle résilience est un feu qui ne peut s'éteindre, brûlant de leur hutte lointaine jusqu'à nos propres chambres nocturnes. Puissions-nous garder cette flamme vivante dans nos cœurs, quoi qu'il arrive en hiver. À mesure que les longs mois d'hiver s'étiraient, les habitants du Moyen-Âge cherchaient toute occasion de se remonter le moral et de favoriser un sentiment de communauté et de bienveillance au milieu des difficultés. Un tel phare d'espoir était la fête de Saint-Étienne, célébrée chaque année le 26 décembre. Face à de telles conditions brutales, la force de l'esprit humain à endurer et à garder foi en des jours meilleurs est vraiment un miracle. On ne peut s'empêcher de ressentir une admiration profonde pour la ténacité de nos ancêtres médiévaux qui affrontaient chaque hiver amer comme un adversaire indomptable et émergeaient année après année pour accueillir le printemps de l'autre côté. Levons donc notre chapeau à ces seigneurs et paysans d'antan qui souffraient tant et qui pourtant enduraient encore plus. Dans notre monde moderne de chauffage central et de livraison de courses à la demande, il est facile d'oublier les épreuves qu'ils affrontaient au quotidien. Mais alors que nous sombrons dans le sommeil dans nos lits chauds, pensons à ces masses médiévales blotties et admirons la force qui les portait à travers l'hiver après hiver, attendant le retour de la lumière. Dans un monde souvent froid et sombre, un tel espoir et une telle résilience est un feu qui ne peut s'éteindre, brûlant de leur hutte lointaine jusqu'à nos propres chambres nocturnes. Puissions-nous garder cette flamme vivante dans nos cœurs, quoi qu'il arrive en hiver. À mesure que les longs mois d'hiver s'étiraient, les habitants du Moyen-Âge cherchaient toute occasion de se remonter le moral et de favoriser un sentiment de communauté et de bienveillance au milieu des difficultés. Un tel phare d'espoir était la fête de Saint-Étienne, célébrée chaque année le 26 décembre. Bien que les origines de cette célébration hivernale soient quelque peu obscures, au Moyen-Âge, elle était devenue une tradition chérie dans une grande partie de l'Europe. Après les observations religieuses solennelles du jour de Noël, la fête de Saint-Étienne était un moment de réjouissance, de festin et d'inversion ludique des rôles sociaux habituels. Au cœur des festivités se trouvait la coutume du désordre, où un paysan ou un roturier était nommé seigneur du désordre pour la journée et recevait le pouvoir de commander à ses supérieurs sociaux. Cette renverse légère et joyeuse du statu quo offrait une soupape de libération très nécessaire pour les tensions rigides de classe qui dominaient normalement la vie médiévale. Le seigneur du désordre présidait à une journée renversée de réjouissance, menant des cortèges bruyants dans les rues, initiant des farces espiègles et décrétant que tout le monde, des seigneurs aux travailleurs, devait s'amuser ensemble. Des artistes professionnels comme les ménestrels, jongleurs et bouffons animaient la journée tandis que des jeux de hasard et d'adresse divertissaient les foules.
Des sketchs comiques appelés pièces de Mumer représentaient des contes légendaires et folkloriques en très large et exagérés. Des joutes simulées et des procès farcesques provoquaient des éclats de rire, un répit bienvenu face aux dures réalités de l'hiver. Bien sûr, aucune célébration médiévale n'était complète sans un festin copieux. Le jour de la Saint-Étienne, le seigneur du désordre pouvait exiger que les riches fournissent nourriture et boissons à toute la communauté, un geste charitable favorisant la bonne volonté et la fraternité. Les viandes rôties étaient la pièce maîtresse du festin, des oies et chapons jusqu'à la traditionnelle tête de sanglier rôtie, servie avec grand éclat. Les tourtes à la viande hachée, riches en fruits secs et épices, offraient une douceur tandis que la coupe de wassaï circulait librement. Le cidre chaud et épicé réchauffait l'esprit de chacun. On peut presque entendre les rires et les discussions animées résonner dans les salles, s'élevant au-dessus des vents d'hiver impétueux dehors. Pendant ce bref et lumineux jour, les difficultés de l'hiver s'effaçaient à l'arrière-plan alors que la communauté se rassemblait dans un esprit de joie et de camaraderie. À la fin du festin et lorsque les convives retournaient à leur foyer, ils emportaient avec eux la chaleur des festivités comme une lueur de feu joyeuse dans l'obscurité. Savoir qu'ils avaient des amis et des voisins sur qui compter, qu'ils pouvaient trouver des moments de rire même dans les temps les plus sombres, aidait sûrement à soutenir leur morale pour les jours difficiles à venir. Et d'une certaine manière, l'emprise glaciale de l'hiver semblait un peu moins rude, les vents hurlant un peu plus supportables lorsque l'on avait le ventre plein et le cœur rempli de convivialité. La fête de la Saint-Étienne rappelait opportunément que même l'obscurité la plus profonde de l'hiver céderait finalement aux premiers signes d'espoir du printemps. Ces fragiles pousses de vie nouvelle commençaient à émerger timidement alors que la neige d'hiver se retirait et que la terre gelée commençait à se réchauffer à travers la campagne. Les yeux vigilants cherchaient avec impatience l'apparition des perce-neige, ces courageuses petites fleurs qui faisaient surgir leurs tiges vertes et leurs délicates fleurs blanches à travers la boue fondante. Leur arrivée annonçait que la longue nuit de l'hiver touchait enfin à sa fin et que la saison du renouveau approchait. Dans les villages, les habitants fatigués se réjouissaient de voir les premiers signes de couleur et de vitalité revenir sur un paysage qui avait été couvert de blanc glacé pendant tant de mois. Avec un renouveau printanier dans leurs pas, les paysans médiévaux reprenaient le rythme de l'année agricole. La grande roue de la vie commençait à tourner de nouveau. Le bétail qui hibernait était conduit vers les pâturages qui reverdisaient, tandis que le fermier attelait son équipe à la charrue, impatient de labourer la terre qui s'assouplissait. Le premier lundi après l'Épiphanie, tombant en janvier, fut connu sous le nom de lundi de la charrue pour cette raison. Il marquait le moment où la terre pouvait à nouveau être travaillée après le gel de l'hiver, inaugurant les travaux d'une nouvelle saison agricole. Les charrues, mises de côté pendant les mois d'hiver, étaient sorties et bénies lors de joyeuses processions du lundi de la charrue à travers les champs, tandis que les laboureurs allaient de porte en porte pour collecter nourriture, bière et quelques pièces de monnaie, le tout en prévision du travail et des récoltes à venir. On peut imaginer un village battu par le vent, blotti autour de sa parcelle commune, les visages tournés avec gratitude vers un ciel éclaircissant en un bleu plus pâle. Avec houe et bâton de creusage en main, il se prépare à enfouir les premières graines pleines d'espoir dans le sol réceptif. Un acte de foi que le printemps triompherait de l'hiver en temps voulu. Parmi eux, la grand-mère expérimentée, tenant la main de chaque enfant alors qu'elle leur montrait comment planter les pois, comme sa propre grand-mère l'avait fait il y a de nombreuses années. Le plus jeune enfant éclate de rire lorsqu'un lombric dodu se libère de la terre, tandis que l'aîné pousse solennellement chaque graine dans son trou. Ce sont ces moments où le savoir se transmettait des anciens aux jeunes et où la croissance renaissait qui rendait toutes les privations de l'hiver dignes d'être endurées. Le sourire chaleureux qui plisse les yeux de la grand-mère promet que les jours sombres sont passés et que la vie revient à nouveau sur la terre. Alors que les graines s'installent dans leur lit de terre et que le soleil croissant commence à faire surgir des pousses vertes du sol, le spectre de l'hiver relâche enfin sa prise glaciale et s'éloigne. Le pôle du froid et de la mort qui planait depuis si longtemps cède sous l'esprit d'espoir et de renouveau porté par les douces brises du printemps. Depuis notre point de vue moderne, il est édifiant de réfléchir à l'immense courage et résilience qu'il a fallu pour endurer les hivers médiévaux brutaux année après année. Sans aucun des équipements et commodités que nous tenons souvent pour acquis, leur simple survie jusqu'au printemps était un exploit digne d'admiration. Et pourtant, au milieu de difficultés inimaginables, les gens du Moyen-Âge parvenaient encore à trouver des raisons d'espérer, de se réjouir et de célébrer. La chaleur de la communauté, la promesse du printemps, le pouvoir réparateur du rire et de la convivialité. Voilà les lumières qui les guidaient à travers les profondeurs les plus sombres de l'hiver. Peut-être que,
pendant que nous nous blottissons sous nos couettes douillettes, bien isolés du froid, nous pourrions penser à nos ancêtres lointains. La prochaine fois que le vent d'hiver fera trembler nos fenêtres et que nous nous plaindrons du froid, nous pourrions faire une pause et sourire, en reconnaissant que nos soucis hivernaux pâlissent probablement en comparaison de ce qu'ils affrontaient année après année, siècle après siècle. Et lorsque nous nous endormons, nous pouvons garder à l'esprit que nous possédons nous aussi une braise de ce même été invincible qui brûlait dans le cœur des gens du Moyen-Âge, l'assurance que le printemps revient toujours et que la vie continue, peu importe la noirceur de la nuit d'hiver. Ainsi, lorsque la dernière lumière s'éteint et que le vent murmure une berceuse contre la douleur, je vous invite à laisser votre imagination voyager à travers les âges et marcher aux côtés de ces ancêtres lointains alors qu'ils triomphaient de la pluie glaciale de l'hiver. Que leur courage et leur esprit indomptable inspirent vos rêves ce soir. Et si ce voyage à travers l'histoire a éveillé votre curiosité, je vous encourage à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Il y a toujours d'autres récits ennuyeux pour vous bercer dans un sommeil reposant. Jusqu'à la prochaine fois, mes amis, dormez bien et rêvez de foyers chaleureux et de jeunes pousses vertes s'éveillant sous la neige. Bonne nuit.